ne viennent que pour votre livre. Pas du tout. Vous leur dites, vous ne venez aujourd'hui que pour un auteur. Pas du tout. C'est ça d'ailleurs le grand changement par rapport à mes livres précédents. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Les gens qui viennent veulent que je sois candidat à la présidentielle et veulent que je sois président de la République. Vous savez, je vous invite, mais d'ailleurs vous avez vos journalistes qui viennent partout, qui me suivent partout en France, vous pouvez leur demander, vous verrez ce que les gens me disent lors des signatures. Quand ils viennent me demander une signature, ils me disent « sauvez-nous ». Ils me disent « ne nous abandonnez pas ». Ils me disent grâce à vous, j'espère que nos enfants échapperont à la barbarie. Mais c'est pas rien, vous savez, c'est pas rien d'entendre ça. Par honnêteté intellectuelle vis-à-vis de ces gens-là, combien de temps allez-vous encore faire durer ce qui est un faux suspense, Éric Zemmour? Mais vous croyez que les gens me posent la question? En tout cas, alors écoutez, vous savez ce qu'on peut faire? On va écouter une dame qui est venue vous voir. Comme vous l'avez dit justement, nos équipes vous suivent, comme d'autres candidats à l'élection présidentielle. Bien sûr. Écoutez ce témoignage d'une personne qui est donc rencontrée dans une de vos salles. Je vais faire un don, ça peut être de 1 000 à 5 000 euros. De 2 000 à 5 000 euros de dons? De dons. C'est énorme. Je vais toucher à mes économies. Cette dame va toucher à ses économies pour vous donner de l'argent, Éric Zemmour. C'est pas pour faire la promotion. C'est pas moi. Non, mais moi, je ne toucherai pas l'argent. C'est pas pour faire la promotion de votre livre. Bien sûr, non, mais vous avez tout à fait raison. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui veulent que je sois candidat à la présidentielle. Il y a beaucoup de gens qui veulent que je sois président de la République. Pour des raisons simples que j'ai non, parce que mon discours, mon diagnostic, mes solutions sont entendues par un nombre croissant de Français. Voilà, c'est tout. Donc vous n'allez pas laisser tomber ces gens-là, Éric Zemmour? Donc je ne vais pas laisser tomber ces gens-là. Donc c'est une histoire de date? Si vous voulez. En tout cas, je ne vais pas les laisser tomber. Je vous pose la question. Non, mais vous savez, c'est simple, je ne vais pas laisser tomber ces gens-là. Le reste, c'est de la... ce n'est pas important. Réponse, Éric Zemmour. Comment? Là, vous répondez quand même à Jean-Baptiste à sa question. Ça veut dire que vous êtes candidat, si vous n'allez pas les laisser tomber. Mais, chère madame, oui. Le jour où je dirai je suis candidat, vous le verrez, on ne va pas passer l'émission sur... voilà, c'est un peu dérisoire. Non, mais c'est un peu dérisoire. On perd 5 minutes sur un sujet dérisoire. Pourquoi ne pas vous déclarer Mais parce que d'abord, je veux choisir mon moment, je veux choisir ma date, je veux choisir la façon avec laquelle je le dirai. Donc tout ça, c'est moi qui le déciderai, c'est tout. Franchement, on a déjà perdu trop de temps là-dessus. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord, ce n'est pas dérisoire. Vous-même, vous insistez sur l'importance que vous représentez pour certains Français qui viennent vous soutenir. Je ne crois pas que eux, en vous entendant, se disent c'est dérisoire. Je ne crois pas, vous l'avez dit vous-même, ils attendent que je fasse quelque chose. Ça n'est pas dérisoire. Je vous ai répondu, je ne les abandonnerai pas. Voilà, on passe à autre chose. Il y a juste dans votre livre, puisque vous parliez de votre livre à l'instant, je crois que c'est page 284 de mémoire, peut-être que c'était juste avant. Vous vous souvenez des 284 pages? Voilà, absolument. Non, il y a une phrase, vous dites, c'est lors d'un déjeuner à l'aventure avec Marine Le Pen, vous dites « Je ne suis pas un homme politique. J'ai des convictions, j'ai des idées, mais je ne suis pas un homme politique. » Là, vous êtes devenu un homme politique. Non, je ne suis pas devenu un homme politique au sens... Je ne suis pas un homme de parti, je ne suis pas un homme de carrière politique, je ne suis pas... Non, tout ça, je suis loin de tout ça. Ouais. Je ne suis pas dans les combines partisanes, je ne suis pas dans les congrès de partis, je ne suis pas dans est-ce que je vais me faire réélire, est-ce que je suis candidat pour pouvoir assurer les fins de mois de mon parti. Tout ça, je ne suis pas là-dedans. Je suis dans le combat, oui, le combat pour la France, c'est tout. Vous êtes encore journaliste ou vous considérez que c'est fini? Non, je suis plus journaliste au sens classique du terme. Ça non, vous avez raison. Mais vous savez, il y a un lien dans l'histoire de France, je le dis dans le livre aussi. L'histoire de France est très particulière. Au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, il y a un lien très étroit entre journalisme, écrivain, politique. Ouais. Tout ça est lié... Victor Hugo voulait être candidat à la présidence de la République en 1848 et en 1852. Lamartine fut candidat en 1848. Thiers est journaliste. C'est comme ça qu'il fomente la révolution de 1830. Vous voyez, ça s'entremêle en France. Ça a toujours été comme ça. En vérité, je pense même que nous y revenons. Je pense que historiquement, on verra ça plus tard, mais je pense comme ça historiquement qu'il y a eu une parenthèse technocratique, où les technocrates, à partir des années 60 jusqu'aux années 2000, 2010, ont mis la main sur la politique, pour des tas de raisons, parce que le débat était entre la redistribution, plus ou moins de redistribution, plus ou moins de production, et que maintenant nous sortons de ça, comme nous revenons à des temps tragiques, je pense qu'effectivement nous sortons du temps des technocrates et nous revenons à une vieille tradition française du 19e siècle, et pas seulement en France. Vous avez vu que Boris Johnson, par exemple, est lui aussi un ancien journaliste.
Éric Zemmour, il y a quand même, quand on devient un homme politique, surtout quand on est un candidat potentiel à l'élection présidentielle, il faut des parrainages, parce que c'est le jeu démocratique. Il y a des gens, je crois, dans votre entourage... C'est pas spécialement démocratique, mais c'est le jeu légal, absolument. Voilà. Il y a des gens qui le font pour vous, paraît-il. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est en train de vous barrer des grands partis sont en train de vous barrer pour ne pas obtenir vos parrainages, comme ça a pu arriver à d'autres. Hein. Bien sûr. En tout cas, c'est évidemment leur espoir et leur méthode. Ouais. Pas seulement les grands partis. Mais vous l'observez maintenant oui, déjà. Oui, absolument. Pas seulement les grands partis, les petits partis aussi. Donc tout le monde essaye, tous les professionnels de la politique se servent. C'est pour ça que je me suis permis de vous reprendre. Cette histoire de parrainage, c'est pas démocratique. C'est effectivement légal. Je n'ai rien à dire là-dessus, mais effectivement, c'est l'espoir et la méthode des grands et des petits partis pour m'empêcher de venir sur leur terrain de jeu. Et donc vous êtes pessimiste, optimiste? Vous savez, moi, je suis ni pessimiste ni optimiste, je suis volontariste. Pour gagner la présidentielle, il faut aussi un parti politique, une formation. Est-ce qu'on peut savoir où ça en est? On sait qu'a priori, ce ne sera pas Vox Populi, le nom de votre parti. Est-ce qu'on peut avoir le nom? Est-ce qu'on peut... Vous savez, Emmanuel Macron a démontré qu'on pouvait être élu président de la République sans véritable parti politique. Il a fondé une formation politique. Il a même démontré qu'on pouvait être président de la République pendant 5 ans sans véritable parti politique, puisque En Marche n'a jamais vraiment existé. Il a quand même créé avant de se présenter à la présidentielle. Absolument, mais effectivement, il y a des gens qui ont créé une structure partisane qui s'appelle les Amis d'Éric Zemmour, qui reçoit d'ailleurs les dons, je précise qu'il n'y a pas un sou pour moi, qui cherche les parrainages, etc. Donc, vous voyez... la structure minimale existe. Est-ce que tout, pour clore sur ce sujet, oui. Est-ce que tout est en place, Éric Zemmour, aujourd'hui? La structure, vous l'avez dit, le QG, a priori, vous en avez un? Tout est en place. Il ne reste plus qu'à me décider et à appuyer sur le bouton. Et à décider du jour et de la manière. Qu'est-ce qui guide ce choix, par exemple? Des tas de considérations. Vous savez, d'abord, l'envie des gens. Il n'était pas sûr que mon discours... suscite autant d'intérêt. Je n'en étais pas sûr. Je le pensais intellectuellement, mais il faut toujours le concrétiser. Si j'en crois les médias et d'autres, je devais rester confidentiel et rester à 2-3%. Je me souviens de certains commentaires, la Taubira du camp national, etc. C'était il y a seulement quelques mois, avant les vacances. Voilà, rien n'était dit. On pouvait chuter sur des problèmes matériels que vous avez évoqués. On peut toujours d'ailleurs. Et puis, vous savez, c'est pas rien. C'est un changement de vie pour moi. Moi, je mets tout sur la table. Je n'ai pas, encore une fois, de parachute. Je ne suis pas député européen. Je ne suis pas député français. Je ne suis pas tout ça. Pour aller à la présidentielle. Il faut que j'abandonne tout. D'ailleurs, j'ai perdu déjà le Figaro, tous mes emplois. Je ne fais pas de victimisation, vous comprenez, c'est un choix. Mais en tout cas, il faut franchir ce Rubicon-là. Ce n'est pas rien. Mais si vous voulez, je pense que les choses sont tellement graves. Moi, je pense que la situation de la France, j'espère qu'on va en parler, parce que ça fait maintenant 5-10 minutes, d'après moi, on parle pour rien, mais bon, c'est votre choix. On parle de vous. Mais la situation de la France est tellement grave, et tellement tragique, que ça demande des mesures exceptionnelles. Est-ce qu'en même temps, on ne voit pas, on regarde dans les sondages, évidemment, vous savez ici, on observe de près tous les sondages, on voit qu'il y a l'effet Zemmour qui nous a tous surpris, a surpris tout le monde. Il est en train de se tasser un tout petit peu lorsqu'on regarde les courbes de Marine Le Pen et la vôtre. Vous avez bondi comme ça, et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un petit tassement. Elle s'est effondrée. Oui, mais elle se redresse un peu, et vous tassez un peu. Est-ce que vous redoutez que l'effet Zemmour ne s'émousse? Écoutez. Ça, c'est l'avis des commentateurs. Après, je laisse à chacun le soin et la liberté de commenter. Moi, ce que je constate, c'est que il n'y a aucun candidat déclaré ou pas déclaré qui soit en dynamique. Emmanuel Macron est toujours au même score depuis des mois. Marine Le Pen a perdu 12 ou 13 points. Aucun candidat LR ne perce. Personne n'est au-delà de 13-14%. Vous me l'accordez volontiers. Je ne parle même pas de la gauche, à 4, il n'arrive à peine à 20%. Donc, vous voyez, il n'y a aucune dynamique. La seule dynamique fut la mienne en septembre. Ouais. Et vous avez raison, en octobre, la dynamique semble ralentir. Vous m'accorderez quand même qu'elle est très haute. Ouais. La plupart des candidats aimeraient bien... La plupart des candidats aimeraient bien avoir ce tassement à 17. D'ailleurs... ne parlez pas trop vite, parce qu'on me parle d'un sondage qui va sortir demain
normalement dans Le Figaro, un sondage IFOP qui prouverait justement que vous avez tort et que je reprends encore un point, donc je remonte à 17 dans l'IFOP. Vous savez qu'il faut comparer les sondages les uns par rapport aux autres et non pas plutôt les uns, oui, chacun dans son évolution. Et donc là, que j'étais à 15-16 et là je suis plutôt à 17. Si vous voulez, je suis quand même potentiellement au second tour. Qui l'eût cru il y a seulement un mois et demi? Soyez honnête, personne, même pas moi. Donc, vous voyez, faut pas exagérer avec les éléments négatifs. Maintenant, je vous dis, je pense que, moi, deux choses. D'abord, il y a un tir de barrage phénoménal depuis un mois. C'est-à-dire que, d'ailleurs, votre chaîne justement, y a participé comme les autres. Votre journal y a participé comme les autres. Je ne vous parle même pas du service public qui a découvert un nouveau diable en ma personne. Donc, tous les soirs, il y a des documentaires, dans tous les journaux, il y a des tribunes, ça vous sert aussi, moi, etc. Le tir de barrage est puissant. Donc évidemment que ça impressionne les gens, ça intimide les gens, c'est fait pour ça. Vous connaissez parfaitement la presse, hein, Éric Zemmour, vous êtes journaliste depuis plus longtemps que moi, mais vous savez que beaucoup reprochent aux médias votre présence aussi. Vous savez que lorsque l'on vous dit vous êtes trop quelque chose ou trop l'autre, vous êtes souvent au milieu. Hein. Bien sûr. Je sais bien qu'on reproche aux médias ma trop grande présence. Moi, j'ai remarqué que, en général, sans prétention, quand j'étais sur une antenne, les audiences grimpent. Et je sais, les audiences grimpent, la publicité grimpe. Donc je crois que je fais gagner beaucoup d'argent à tous les journaux et tous les médias. Donc vous n'êtes pas maltraité par les médias. C'est pas une fleur qu'ils me font. Comment? Vous n'êtes pas maltraité par les médias. Je n'ai pas dit que j'étais maltraité. Je dis que depuis 15 jours, 3 semaines, il y a des tirs de barrage dans tous les médias. C'est tout ce que je dis. Zemmour, je ne dis pas que je suis maltraité. Vous savez, moi, je ne me victimise pas. Oui. J'affronte les adversaires. Alors justement, les adversaires, oui. Adrien. En cas de second tour face à Emmanuel Macron, vous avez souvent parlé d'un plafond de verre pour Marine Le Pen, qui serait incapable de gagner face à Macron. Or, les sondages, encore une fois, on observe, montrent que vous êtes plus bas par rapport à Macron qu'elle. Pourquoi vous ne souffririez pas du même plafond de verre que Marine Le Pen? D'abord, moi, je n'emploie pas cette expression de plafond de verre, mais c'est un terme de sémantique. Moi, je pense que Marine Le Pen, pour des raisons justes et injustes, je le dis tout de suite, dès la fin du mois d'août, ne pourra jamais gagner. Je pense que les gens, et particulièrement ses électeurs, n'oublieront jamais son débat d'entre-deux tours de 2017. Voilà, je pense que ça, c'est la question de fond. Tout le reste, on peut en discuter des heures, etc. Maintenant, je dirais qu'il y a une grande différence entre les autres candidats et moi, entre les autres candidats de droite et de droite nationale, etc. C'est la sociologie, puisque vous parliez, madame, des sondages, la sociologie de ces sondages. Vous avez remarqué que Marine Le Pen a des électeurs uniquement dans les classes populaires. Uniquement. Elle n'a quasiment pas de gens CSP+, et de gens dans les villes, et de gens de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, etc. Vous aviez parlé à ce sujet de ghetto de pauvres et de ghetto de chômeurs. Je voulais dire, vous avez raison, cette expression m'a été reprochée, vous faites bien de me permettre de la préciser. Je voulais dire que Marine Le Pen enfermait ses électeurs dans un ghetto politique. C'était triste, mais c'est tout le génie de François Mitterrand, il y a 30 ans, qui a forgé cet interdit autour du Front National, qui fait que les voix du Front National sont stérilisées, puisqu'il ne peut s'allier à personne, et que personne ne veut s'allier à lui. C'est ce que j'appelais un ghetto. Comme le Parti communiste avant l'Union de la gauche. Vous voyez, dans les années 60, les classes populaires étaient dans un ghetto politique à cause du Parti communiste. Ils étaient puissants, ils étaient importants, c'était pas rien, le Parti communiste, mais ils n'arrivaient jamais au pouvoir. Bon. Donc, je reviens. En revanche, les candidats LR, tous, hein. Que des riches, que des bourgeois, que des... Exactement. Que des classes favorisées, que des gens des villes, que des gens surtout âgés. Voilà. Moi, vous regardez la structure... Ils sont plutôt comme les électeurs LR pour l'instant. Ah, pas du tout. Je vous assure, vous avez tort. Regardez, vous avez... en gros, les sondeurs décident, demandent aux gens pour qui ils ont voté en 2017. Moi, j'ai 35%, 30%, allez, un tiers d'électeurs de Marine Le Pen de 2017, un tiers d'électeurs de François Fillon en 2017, un tiers d'abstentionnistes. Et j'ai cette structuration depuis le début. C'est-à-dire que même quand j'étais à 5, il y avait 2 de Marine Le Pen, 2,5 de François Fillon. Donc j'ai grandi comme ça. Je pense, et vous m'accorderez que ça fait des années que je théorise cela, je pense qu'on ne peut gagner
que si l'on allie